Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, c'est justement tout le nœud gordien de cet accord de libre-échange avec le Mercosur signé hier. La France a-t-elle encore une quelconque souveraineté tributaire de l'Europe, tributaire des États-Unis? Que peut-on vraiment répondre à Donald Trump qui menace en effet de nouveaux droits de douane la France et d'autres pays? Une France qui n'a par ailleurs toujours pas de budget, un exécutif qui croit encore au compromis. Pourtant, la perspective d'un 49-3 ou d'ordonnance est bien là. Nous parlerons aussi de vous, Annie Genevard. Que reste-t-il en vous de femme de droite, bannie de la parole des LR? Bruno Retailleau l'a précisé cette semaine. Êtes-vous à jamais arrimé au bateau ivre de la Macronie? Nous vous poserons la question. Avec moi ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Encore lui, Donald Trump. Voici de nouveaux droits de douane contre les pays qui ne jouent pas le jeu du Groenland. Voilà ce qu'il dit. 8 pays dont la France, 10% de plus dès le 1er février, puis 25% de tarifs douaniers supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait, Annie Genevard? D'abord, on voit que Donald Trump utilise les droits de douane. Il les a d'abord utilisés comme un outil économique au profit des Américains. Et aujourd'hui, il l'utilise au profit d'une coercition. C'est clairement une démarche coercitive dont il menace des pays européens. Et sous la présidence française de l'Union européenne s'est dotée d'un outil anti-coercition. En tout état de cause, cette menace, on verra s'il la met en application, parce que nous avons déjà connu cette situation qui est objectivement... Vous espérez qu'il change d'avis comme c'est souvent le cas? En tout cas, dans le premier train d'augmentation de droits de douane, il y a eu un repli. Il y a eu des gages aussi. Il y a eu, alors, évidemment, il y a eu des gages. Aujourd'hui, mais est-ce qu'on en a après, encore? Je pense que l'Union européenne a une force de frappe possible. Vraiment? Moi, je le crois. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame la Ministre? Il faut répliquer, il faut que nous aussi on augmente les droits de douane, il faut rentrer dans un bras de fer avec les États-Unis, ou est-ce qu'il faut rien dire? C'est une réponse qu'il faut manier avec précaution, parce que cette escalade peut être mortifère, mais elle peut être mortifère également pour les États-Unis et pour les agriculteurs mais mortifère américains. dans quel sens? Il y a un certain nombre d'intérêts offensifs des États-Unis dans les relations commerciales qu'ils ont avec l'Union européenne. Donc mortifère pour l'économie. Pour l'économie. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, on ouvre la négociation et il faut y aller tout de même avec une certaine force. Il est clair que avec Donald Trump, ce n'est plus le droit, c'est la force. Si je peux me permettre la négociation, quel est l'objet de la négociation? Le transfert de souveraineté du Groenland vers les États-Unis? Le fait que désormais le Groenland sera un territoire américain plutôt que danois? Non. C'est ça l'objet de la négociation? Oui. Pour lui, ça va être ça, la négociation. L'objet de la négociation, c'est ça, mais vous évoquez les droits de douane. Donc, Ça vient ensemble? Oui. ça vient ensemble. Mais dans cette négociation-là, il est clair que les Européens ne laisseront pas faire les États-Unis. Mais comment? Dans l'appropriation du Groenland, je crois que les choses sont assez claires. Le Danemark est un État, un membre de l'Union européenne. On ne peut pas imaginer que les États-Unis... C'est là tout le problème, c'est que pour vous, Madame Genevard, pour vous c'est clair, mais pour Donald Trump, il y a une chose qui est claire, c'est que lui peut faire l'inverse. Oui, mais je crois là qu'il toucherait à quelque chose de gravissime. C'est pas tout à fait le Venezuela, quand même. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix, Madame la Ministre? Parce que si on rentre dans un bras de fer avec les États-Unis, ça va nous coûter très cher. Les droits de douane, c'est déjà une première sanction. Il a dit que si c'est pas 10, ça sera 25. Est-ce qu'on est prêt? Parce que oui, mais dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels. Donc, sur la question du Groenland, pour moi, elle n'est pas négociable. Sur les droits de douane, je pense que là, il y a... Donc, pour vous, il est inimaginable que d'ici la fin de l'année, le drapeau américain remplace le drapeau danois Groenland? Moi, je pense que c'est inimaginable. Là, c'est vraiment... Je ne dis pas inacceptable, tous en croyant, mais inimaginable. C'est-à-dire, vous ne croyez pas que les Américains peuvent aller jusque-là? Moi, je pense inacceptable et inimaginable. Vous ne croyez pas qu'il y a deux versions ou deux opinions de la souveraineté? Vous ne pensez pas que Donald Trump pense la souveraineté autrement que vous ou que l'Union européenne?
Vous parliez du Venezuela et vous avez dit le Groenland, c'est pas le Venezuela. En attendant, c'est pas le Venezuela. sont deux pays c'est pas le Venezuela en ce étrangers, sens que le Danemark est un pays membre de l'Union européenne et que. Alors, il n'est pas dans l'Union européenne. Non, il est sous protectorat danois, qui lui-même est dans l'Union européenne. C'est la couronne danoise qui gère le Danemark. Mais c'est quand même un pays arrimé à l'Union européenne. Oui, mais les Américains ont déjà investi dans le Groenland. Je crois que la présence de soldats de l'Union européenne, notamment... Vous parlez des 15 soldats français ? Oui, je pense que c'est... Évidemment, ça n'est pas une force de défense du Groenland contre l'initiative... Non, mais bien entendu, mais je pense que ça a son poids de symbole. C'est aussi pour dire clairement que, et c'est ce que dit d'ailleurs le général de Villiers ce matin dans les colonnes du JDD, il dit clairement qu'il y a là un symbole, on ne peut pas rester sans réaction, c'est un signal. Ça n'est pas une force militaire à proprement parler qui va défendre le Groenland contre l'appétit. Est-ce que ça n'a pas été vu comme une provocation par Donald Trump, l'envoi de ces quelques soldats ? Écoutez, je crois qu'en matière de provocation, il n'a de leçons à recevoir de personne. Surtout qu'il y a une base américaine déjà au Groenland où il y a beaucoup plus de soldats que ces 15 soldats français, plus 30 soldats, il doit y avoir une cinquantaine de soldats européens. Agnès Genevard, hier, Ursula von der Leyen a signé l'accord du Mercosur au Paraguay, malgré le nom de la France. Une question simple, comment est-ce que vous, personnellement, et en tant que ministre de l'Agriculture, comment est-ce que vous le vivez ? Vous savez que ma position a été constante sur l'accord avec les pays du Mercosur. C'est un accord, d'abord, qui a été initié il y a 25 ans, à un moment où on était 15 dans l'Union européenne, à un moment où la concurrence internationale n'était pas aussi féroce, et à un moment où l'on créait l'OMC, donc qui fixe les règles du commerce international. Donc le contexte était totalement différent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me suis opposée au Mercosur, enfin à l'accord avec les pays du Mercosur ? Parce que ça expose des filières extrêmement sensibles dans notre pays. C'est le bœuf, c'est le poulet, la volaille, c'est le sucre, c'est l'éthanol. Et c'est le miel, pour ne citer que quelques-unes. Alors évidemment... Même si le bœuf, c'est 99 000 tonnes maximum, donc c'est 1,2 ou 1,5% de la consommation. C'est le contre-argument qu'on nous oppose toujours, mais il faut prendre la mesure de l'effet cumulatif d'un accord de libre-échange à un autre accord de libre-échange. Il y a toujours les mêmes filières, et en particulier les filières Vous parlez viande. de quelques filières agricoles, mais l'ensemble de l'économie française, l'industrie, même certaines filières agricoles, je pense aux produits laitiers ou alors aux vins, aux spiritueux, vont bénéficier de cet accord. D'abord, ça reste à voir, je pense, heureusement. C'est un bon accord, non, pour l'industrie française, non ? Je pense qu'un bon accord n'est pas un accord qui choisit de sacrifier certaines filières au bénéfice d'autres. Voilà, c'est un accord équilibré. Et or, il ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle, tout en disant non, la France a pris l'initiative de mesures correctives de cet accord. Et on ne peut pas les passer sous silence. Certains, obsédés par l'idée de mettre en cause les uns ou les autres, et notamment le président de la République, considère que la clause de sauvegarde, qui est un frein d'urgence qu'on a activé pour l'Ukraine, par exemple, que les mesures miroirs ou que l'augmentation des contrôles comptent pour rien. En réalité, ce sont des initiatives françaises. Moi, j'ai fait la tournée des capitales européennes pendant des mois pour porter ces mesures et elles sont objectivement aujourd'hui ancrées. Et je pense que les futurs accords de libre-échange, parce que ce qui est en cause, c'est aussi ce qu'on fera dans le futur. L'Europe a décidé de faire des accords de libre-échange un axe de sa politique économique. C'est pas bien ? On commerce avec le monde. On est plutôt d'ailleurs positif avec les pays tiers. Quand on voit que la Chine et les États-Unis sont en train de se refermer, est-ce que les accords de libre-échange avec une zone comme le Mercosur, c'est pas une bonne chose ? C'est le raisonnement que fait l'Union européenne. Mais moi, je n'en suis... La droite, la famille politique à laquelle j'appartiens, on y reviendra. On y reviendra. Évidemment, considère que cette liberté économique, elle a du prix, elle est utile à notre économie. Mais elle ne peut pas se faire sans cadre et voire sans frein, parce que soit on se laisse aller à un libéralisme totalement débridé, et là, on expose nos filières et notre agriculture. Et si les agriculteurs protestent aussi violemment, et moi je suis leur voix, je suis leur bouclier, eh bien c'est parce qu'ils voient dans ces accords qui sont mal négociés une exposition dangereuse. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension à travers cela? C'est que la France s'oppose à cet accord, il lui est pourtant imposé par l'Europe, donc en dernière instance, les intérêts de l'agriculture française sont sacrifiés au culte européiste.
Alors, je voudrais vous dire plusieurs choses à ce sujet. D'abord, on est 27 États souverains qui sont libres de leurs décisions. La France n'a pas été isolée. La Hongrie, la Pologne, l'Autriche, l'Irlande, la Belgique, on partage les mêmes interrogations. Le frein d'urgence que nous avons mis en place a été largement accepté par les pays membres de l'Union européenne. Mais il se fait, Monsieur Bock-Côté, que dans le passé, les États membres, dans l'impensée des nations dans lesquelles on a été au moment de la construction européenne, ont délégué à l'Union européenne la conclusion des accords internationaux. C'est un fait. Aujourd'hui, moi, je considère que pour se protéger de ce dessaisissement total, il faut pouvoir inscrire les nouveaux accords de libre-échange avec un certain nombre de conditions qui soient plus protectrices de nos économies. Mais j'entends surtout par là, la France dit c'est vital pour nous. L'Europe dit on s'en fout, on l'impose néanmoins. C'est-à-dire que objectivement, l'intérêt national français est moins important que la structure de décision européenne. Alors, je répondrai à cela que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et vous le savez. Non, j'en suis pas certain. Hein. Vous savez en tout cas qu'on n'a pas assisté à la ratification de l'accord. D'accord. La ratification de l'accord n'interviendra qu'au terme de la consultation du Parlement européen, puis la reconsultation du Conseil. Donc, il se joue une étape très importante à Strasbourg dans quelques jours. C'est la capacité que le Parlement européen a de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Nous allons en parler après une première pause. Effectivement, grand rendez-vous à Strasbourg. Les agriculteurs seront là, ils nous ont prévenus. Retour sur le plateau du grand rendez-vous avec Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, au lendemain de la signature et non pas de la ratification de l'accord sur le libre-échange avec le Mercosur. Les agriculteurs se mobilisent mardi à Strasbourg devant les élus européens. 700 tracteurs sont attendus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur envoyer les CRS? Alors, d'abord, je pense que c'est très important que les agriculteurs soient présents à Strasbourg dans quelques jours. Parce qu'il s'agit de soutenir l'initiative de députés européens qui envisagent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de cet accord avec les pays du Mercosur aux textes européens, aux fondamentaux de la construction européenne. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Et vous les soutenez, vous, Madame la Ministre? Vous pensez qu'il faut saisir la Cour de justice et retarder la ratification? Je pense qu'il y a une question qui se pose en droit. Il y a plusieurs sujets qui se posent en droit et sur lesquels la Cour de justice aurait matière à discuter. D'abord, la scission de l'accord, qui permet donc à Ursula von der Leyen de signer à Montevideo il y a un an, au Paraguay hier. Il y a la question de la mesure qui est inscrite dans l'accord du Mercosur de non-régression commerciale. Autrement dit, il y a une disposition dans cet accord qui, dès lors que l'Union européenne, une fois l'accord ratifié, imposerait aux pays du Mercosur des contraintes supplémentaires, les pays du Mercosur pourraient être en droit, au titre de cette clause de non-régression commerciale, d'exiger réparation. Ça, à mon avis, ça mérite, alors les juristes s'affrontent sur cette question, mais si effectivement les pays du Mercosur peuvent activer cette disposition, ça veut dire que ce serait gravissime pour les pays de l'Union européenne. Donc il y a un certain nombre de sujets qui se posent en droit et, à mon avis, c'est une démarche légitime. Et en plus, elle a l'intérêt de suspendre la ratification. Mais justement, vous avez prononcé probablement le nom qui fâche, Ursula von der Leyen. Est-ce qu'elle n'est pas en ce moment en train de poser une forme de geste autocratique ou d'autorité abusive, comme si elle se croyait finalement présidente de l'Europe et qu'il n'y avait que des gouverneurs à la tête des pays européens? Bon, moi je pense que pour que l'Europe fonctionne bien, il ne faut pas que les nations soient totalement évincées. Et je pense qu'il y a un an, quand elle va à Montevideo pour paraffer l'accord, à un moment où la France, qui est quand même un pays fondateur de l'Union européenne, et qui pèse et qui compte. On a quand même obtenu des victoires, je voudrais le rappeler, sur le Mercosur. La clause de sauvegarde, les mesures miroirs, les contrôles, ce sont des victoires françaises. Ce ne sont pas des victoires dès lors qu'elles ne sont pas appliquées. Mais elles seront appliquées. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais elles seront appliquées parce que la clause de sauvegarde, vous verrez, beaucoup de pays l'ont validée, ce sera mis à la délibération des députés européens. Admettons la clause de sauvegarde, mais les mesures miroirs. Donc vous allez donc imposer aux pays du Mercosur les mêmes normes que les pays
européen, notamment sur la viande. Bon courage, Annie Genevard. C'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai interdit 5 substances de pesticides interdits dans l'Union européenne. L'Union européenne est présente dans les denrées importées. Je les ai interdits. Oui. L'Union européenne en a validé 3 parce que c'est de sa responsabilité. Donc moi, je considère que la Commission ne va pas assez loin. J'ai pris cette initiative. Non, mais vous les interdisez. Après, vous dites on va faire des mesures de contrôle. Ça veut dire que vous allez avoir quoi? Des armées de contrôleurs au port du Havre, au port de Dunkerque. Europe 1 a fait des reportages toute cette semaine. Au port, ce sont notamment de Dunkerque, ce sont les agriculteurs qui sont allés ouvrir les camions et il y avait des denrées qui étaient interdites dans les camions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas déployer une armée de contrôleurs, ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de marchandises. Vous dites, vous n'allez pas. Je vais vous dire ce que je vais faire. Vous allez me dire si je vais le faire. J'ai annoncé la création d'une brigade de 100 contrôleurs qui sont des personnels du ministère. Écoutez, ils interviennent comment? Il y a les forces de l'ordre avec eux? Non, mais on reviendra sur ce point puisque vous avez envie d'en parler. Mais cette brigade de 100 contrôleurs, je l'ai missionnée pour faire un certain nombre de contrôles, plusieurs milliers de contrôles en 2026. Des contrôles dans les ports, Donc ils ouvrent les conteneurs? Ils ouvrent, ils analysent. Oui. On a un laboratoire dédié à cela pour vérifier si l'interdiction... Donc en attendant, la marchandise est bloquée ou en tout cas... En attendant, la marchandise... elle ne peut pas circuler. Et puis des contrôles aussi sur le territoire national. Moi, je pense qu'il vaut mieux l'État, c'est sa mission de contrôler ce qui arrive sur son sol. Mais à vous entendre, si je comprends bien, la France a fait ce qu'elle pouvait pour rendre moins inacceptable un mauvais accord. Donc, le Mercosur, bon, il y aura plus de contrôle, de ci, de ça, mais sur le fond des choses, ça demeure un accord désavantageux pour la France. Mais un peu moins désavantageux parce que la France aura fait quelques clauses et des amendements. Ça demeure désavantageux pour un certain nombre de filières qui sont des filières stratégiques pour le pays. Voilà. Je prends l'exemple du poulet, vous le savez, où un poulet sur 2 consommé en France n'y est pas élevé. Mais en même temps, les Français ne veulent pas de poulailler, donc on allège... Les Français ne veulent pas de poulailler ou la bureaucratie française ne veut pas de poulailler? Non, les Français, ils veulent bien manger du poulet français et des œufs français. Ils en mangent de plus en plus, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en manque. Et c'est pour ça qu'il faut construire des poulaillers. Et c'est pour ça que dans la loi visant à lever les entraves dites Duplon-Menonville, il y a une disposition pour alléger la procédure de création ou d'agrandissement ou de modernisation des bâtiments d'élevage, pour que les bâtiments d'élevage ne soient pas soumis à la même réglementation qu'un outil industriel d'une industrie sensible. Enfin, là, véritablement, on est à contresens du bon sens. À vous écouter, Madame la Ministre, vous dites que c'est presque une victoire de la France. On a obtenu plein de choses. En tout cas, sur ces 3 points-là, oui, je peux vous dire que c'est un combat que la France a mené. Ce qui est quand même inédit, c'est que la France, pays fondateur, vous l'avez dit, on l'a rappelé, pour la première fois se retrouve très isolée et se voit imposer un accord commercial important en disant non, mais l'Europe avance. Tout en disant non. C'est quand même inédit, on est quand même très affaibli. Et puis il y avait d'autres choses à faire. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la politique de la chaise vide au sein de l'Union européenne, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1966 ? Madame Le Pen, par exemple, dit que Ursula von der Leyen a accéléré le vol de la souveraineté française. Est-ce qu'elle n'a pas raison là-dessus, sur ce sujet ? Je ne suis pas sûre que la politique de la chaise vide n'aurait pas isolé un peu plus la France. Et sur la question que vous me posez, est-ce qu'au fond, ce n'est pas la signature de l'isolement de la France ? Il y a eu dans le passé, rappelez-vous, sur la guerre, l'intervention militaire en Irak, des positions singulières de la France, dont elle n'est pas sortie spécialement abîmée, au contraire. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Surtout les Américains ont quand même envahi l'Irak. C'est pas la même chose, je vous l'accorde. Mais est-ce que, au motif de ne pas être isolé, il fallait se ranger à la vox européenne et dire, au fond, puisque de toute façon le combat est perdu, couchons-nous. Est-ce qu'on en serait sorti en meilleur... Est-ce que c'est couchons-nous ou nous paralyserons, guillemets, les institutions si elles vont contre nos intérêts nationaux? Paralyser les institutions, ce sont des mots, mais concrètement, quelle forme cela... La contribution française à l'Union européenne, non, mais ça, la politique du Non, mais ça, c'est une fausse bonne idée, monsieur Bocoté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que une large part des crédits européens vont à l'agriculture.
Et moi, je ne peux pas courir le risque. Le combat matriciel qu'on a à mener maintenant, c'est la PAC. C'est la PAC, c'est le levier. C'est ce pourquoi l'Union européenne a été construite. C'est la politique la plus aboutie, la plus moderne, comme le dit Michel Barnier, et que défend le Premier ministre bec et ongle. Sébastien Lecornu a reçu avec moi Christophe Hansen, qui est le commissaire européen à l'agriculture. C'est le combat majeur qu'on a à mener. Une PAC autonome avec un budget suffisant et une politique... c'est secondaire, alors. Une politique agricole réellement communautaire, parce qu'il y a des enjeux qu'on ne peut régler que au niveau de l'Union européenne. En fait, c'est quoi? C'est un choc de simplification qu'il faut... Parce que c'est toute la politique agricole. Les agriculteurs, c'est pas que contre le Mercosur. Il ne va pas y avoir une seule vache au prochain salon de l'agriculture. Ils protestent contre le fait qu'il y ait des strates administratives. Céline Imard, qui est agricultrice et eurodéputée LR, qui est de votre famille politique, qui disait cette semaine sur Europe 1, qui disait mais en fait il y a tellement de strates, il y a tel conseil qui s'oppose à tel conseil. À la fin, les agriculteurs n'en peuvent plus parce qu'il y a des données contradictoires. Oui. En fait, à quel moment le ministre de l'Agriculture et l'exécutif avec lui dit OK, en fait, c'est tout le modèle agricole qui ne fonctionne plus, il faut tout refaire? Alors, tout refaire, ça voudrait dire rayer d'un trait de plume ce qui marche, parce que tout ne va pas mal en agriculture. Vous m'avez compris. Ce que je voudrais dire, c'est que quand 90% des choses qui ne marchent pas. Quand je ne vais pas avoir une querelle de pourcentage avec vous, mais quand je suis arrivée à la tête de ce ministère, j'ai inscrit la simplification sur le fronton de mon ministère, parce que pour moi, c'était vraiment l'orientation majeure qu'il fallait donner. Une des premières mesures que j'ai prises concernait la simplification des contrôles. Un contrôle par an et par exploitation, et pas plus que cela. Et puis tout mon travail, c'est d'alléger. Pourquoi je me suis battue dans la loi d'orientation agricole? Vous allez nous répondre après la pause, si vous le voulez bien, parce que nous devons marquer une pause sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite avec Annie Genevard. Plateau du grand rendez-vous avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Nous parlions du choc de simplification que les paysans, que les agriculteurs voudraient. Vous me disiez juste avant la pause que vous l'aviez initié, ce choc de simplification, mais eux, en attendant, ils ne le voient pas. Alors, si, il le voit, parce que quand on passe de plusieurs contrôles par an sur son exploitation à un contrôle administratif par exploitation et par an, ça, c'est du concret. Je crois que ce que j'essaie d'impulser, et vous me questionniez tout à l'heure sur suis-je encore une femme de droite? Oui, je suis une femme de droite. On va y venir. Parce que ma conception de l'agriculture, et ça touche directement à la question du revenu des agriculteurs, sur lesquels ils interpellent beaucoup, parce qu'il y a une partie du monde agricole qui souffre de la faiblesse des revenus, c'est avoir une approche compétitive de l'agriculture, avoir une approche économique des sujets, et pas toujours réglementaire. Trop de normes, c'est trop de problèmes, invariablement. Justement, Madame la Ministre... Ce qu'ils demandent, c'est assez simple, pouvoir nourrir les Français, ce qui est la plus noble des missions, et pouvoir en vivre. Et pour ça, il faut effectivement... Comment vous répondez? Et la loi, mais en soutenant et en accompagnant la loi visant à lever les entraves qui pèsent sur l'agriculture. Justement, Madame la Ministre, vous dites... Dieu sait qu'elle m'a exposé, cette loi. Dieu sait qu'elle m'a exposé. Vous voyez, ça répond aussi à votre question, le courage d'être ce que l'on est, d'être une femme de droite qui a des convictions de droite et qui les porte au sein du ministère de l'Agriculture. C'est aussi soutenir une loi qui a valu une pétition de 2 millions de personnes, initiée par quelqu'un qui dit d'elle-même moi, j'y connais rien à l'agriculture, où les fake news se sont multipliés, alors même que cette loi est appliquée pour moitié déjà, et qu'avant la fin du mois de janvier, la disposition, par exemple, sur les bâtiments d'élevage, se déploiera. Justement, vous parlez de simplification, et vous venez d'annoncer une nouvelle loi agricole, une loi d'urgence, et vous venez de le mentionner à l'instant, sachant que la précédente loi qui a été votée l'année dernière n'est même pas encore appliquée. Est-ce qu'on ne va pas encore empiler des dispositifs et compliquer les choses plutôt que les simplifier? On attend les décrets d'application. Alors, voilà, j'étais sûre que vous alliez me parler des décrets d'application. Sur la loi Duplon, Menonville, la moitié de la loi est opérationnelle, elle est déjà appliquée. Je voudrais le rappeler, il y a des dispositions d'application directe. Il se fait que le législateur a inscrit dans la loi, et désormais c'est dans la Constitution, ce qu'on appelle la consultation publique. Ça, c'est pas le ministère qui en est responsable, c'est dans la loi fondamentale. Vous devez déjà prendre... Moi, la loi est promulguée le 11 août. Moins d'un mois plus tard, l'arrêté d'application est prêt. Sur les bâtiments d'élevage, parce que ça concentre beaucoup de questions du monde agricole. Moins d'un mois après. Et puis, vous avez consultation publique, et puis dépouillement des contributions, et puis envoi au Conseil d'État. Tout ça, c'est dans le cheminement normal d'une loi. On vous entend, mais est-ce qu'on a besoin d'une loi en plus ?
Alors, sur la loi, en plus, elle est quand même circonscrite à 3 sujets. Le loup, l'eau et les moyens. Les moyens de production. C'est 3 sujets sur lesquels on a besoin de dispositions législatives. Alors cette loi, nous allons la construire avec les parlementaires. Je suis 1 à 3 fois par semaine sur le terrain. Ça fait déjà 3 fois que je fais le tour de France. Je vais en faire un 4e, où je vais aller aussi au contact des agriculteurs. Mais en attendant, le Premier ministre... Avant le salon de l'agriculture ? Ah non, je ne peux pas faire un tour de France complet avant le Vous salon. n'allez pas aller voir les agriculteurs avant le salon pour leur dire venez au salon, venez avec vos vaches, venez montrer l'agriculture. On est passé au sujet du salon. Alors parlons du salon, on va quitter la loi, on va parler du salon. Moi je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison sanitaire, puisque 90% du territoire national est désormais libre en zone indemne ou en zone vaccinale. Ça veut dire que... De la dermatose. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y aurait pas de risque à emmener des bovins au salon, mais les éleveurs, dans la crainte qu'ils ont, et je les comprends, on a un magnifique élevage français, 16 millions de bovins, des races exceptionnelles, reconnus dans le monde entier, donc ils sont terrifiés par les risques qu'ils encourraient. Bon. Moi, je respecte. C'est que ça ou c'est aussi une façon de protester ? Alors, certains appellent au boycott. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Et là, je leur dis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment condamnable de prendre en otage politique le salon. Le salon, c'est l'affaire des agriculteurs. Mais c'est pas la première fois, non ? Ah, je crois pas. C'est devenu un lieu d'affrontement politique. C'est la première fois qu'on annonce qu'il n'y aura pas de vaches. Oui, j'entends, mais c'est un lieu d'affrontement politique depuis quelques années déjà. Non, mais d'appeler au boycott du salon... Moi, je me suis. C'est contre-productif ? Moi, je pense que c'est contre-productif parce que le salon, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, ce sont les agriculteurs. C'est leur affaire. Il faut voir l'engouement qu'il y a autour du salon. Et il y aura des animaux au salon. Et il y aura des animaux au salon parce qu'il n'y a pas que des bovins au salon. Et j'aime beaucoup le slogan des initiateurs, des patrons du salon. Venir, c'est soutenir. Venir, c'est soutenir. Venez au salon. Donc vous dites aujourd'hui aux agriculteurs, il faut renoncer au boycott et il faut venir. Mais d'abord, tous les agriculteurs... Je parle des éleveurs. Hein. D'abord, les éleveurs ne boycottent pas le salon. Les éleveurs, dans la crainte que leurs bêtes ne soient contaminées, ont pris la décision de ne pas venir. Mais certaines formations syndicales et politiques ont appelé au boycott pour semer le désordre. Mais vous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus de dermatose. C'est bon, voilà. En tout cas, vous encouragez... Il n'y a aujourd'hui plus de cas de dermatose en France, et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous encouragez les éleveurs de vaches, les éleveurs bovins, à venir au salon pour et surtout pas de boycotter. Mais je respecte. Et vous allez les voir. Mais je vais tout le temps les voir. Eh ben vous allez les voir. Je les reçois en permanence. Vendredi soir, Annie Genevard, nous étions tous rivés sur l'écran de CNews pour la prise de parole de Sébastien Lecornu, qui la veille avait conclu qu'il fallait qu'il passe en force sur le budget, faute d'accord entre les partis. Et finalement, rien. Une annonce sur le repas étudiant, la hausse de la prime d'activité, quelques autres mesures. Mais il n'y a pas eu de « j'ai décidé d'utiliser le levier de l'article 49 alinéa 3 ou l'article 47 sur les ordonnances ». Pourquoi n'avoir rien dit, sachant que finalement ça va finir par se faire ? Il a donné l'explication. Il a dit qu'il mettait à profit le week-end pour continuer les négociations. C'est reculer pour mieux sauter ? La situation dans laquelle se trouve le pays est quand même gravissime parce que beaucoup de politiques publiques sont en attente de délivrance d'un budget. Et ceux qui l'ont pris en otage par l'obstruction, par le dépôt déraisonnable d'amendements, puisque c'est l'arme obstructive majeure, mettent en réalité en difficulté notre pays. Mais vous êtes plutôt 49.3 ou ordonnance, Madame la Ministre ? La situation du pays est grave, et puis le Premier ministre cherche, et il faut l'en féliciter, qui ferait mieux à sa place ? Le compromis. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On a une Assemblée nationale qui est ce qu'elle est. Elle est celle que les Français ont voulu. Et on voit bien que le RN et LFI, dans un mouvement conjoint,
se déploie une stratégie d'obstruction, Donc pour vous, de ça n'est pas désordre, de chaos. le budget actuel, ce n'est pas un budget néfaste, comme le dit Marine Le Pen. Vous seriez plutôt comme Patrick Kanner qui, ce matin sur Europe 1, dit que c'est le moins mauvais choix que ce budget qui est... Ce n'est évidemment pas le choix qu'une femme de droite telle que moi aurait fait si nous avions une majorité de droite. Et c'est probablement pas non plus le budget qu'une majorité de gauche aurait adopté. Et y a-t-il une alternative à cette recherche J'entends le du raisonnement compromis. tactique, mais sur le fond des choses, quand on dit globalement il y a en France des socialistes de gauche, des socialistes de centre et des socialistes de droite, et que ce budget est globalement d'inspiration socialiste, est-ce que c'est vrai? Alors moi, je pense que vous omettez les mesures que la droite a portées et qui ne sont pas à passer par pertes et profits. Moi, je l'avais dit d'emblée à Sébastien Lecornu, il faut que dans les politiques qui seront mises en œuvre, on puisse donner aussi des gages à la droite. On ne peut pas donner que des gages à la gauche. Je vais vous donner un exemple. Donnez-moi une liste de courses. Il y a une mesure. Vous savez bien que les fondamentaux d'une politique de droite, c'est celle qui encourage le travail, qui encourage l'économie, qui lutte contre un assistanat. Par exemple, l'engagement qu'a pris le Premier ministre dans la prestation sociale unique, ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place depuis des années, et le Premier ministre a accepté de s'engager dans cette voie. Ce qu'a pas dit le Premier ministre, c'est que ça va se traduire, pour financer les mesures qui ont été annoncées vendredi, par des hausses d'impôts pour les entreprises. Donc là, c'est pas vraiment des mesures de droite. Vous êtes bien d'accord avec nous? Évidemment, l'ADN de la droite, c'est pas une fiscalité débridée. Ça, mais même l'ADN de la gauche. Patrick Kanner, ce matin sur Europe 1, disait, moi j'attends de voir comment ces promesses du Premier ministre vont être financées. Bien sûr, il y a le volet des recettes. Il y a quelqu'un qui va payer. Ça va être les entreprises qui vont payer une fois de plus. Naturellement, avec l'objectif de rester... Naturellement, vous avez dit, d'accord. Non, mais naturellement, il faudra trouver des recettes. Et il faut en même temps contenir le déficit. C'est une quadrature du cercle, c'est un nœud gordien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une majorité où vous avez une alliance objective du RN et de LFI? Oui, mais la France n'a pas attendu d'avoir cette assemblée pour avoir des finances, par exemple une dépense publique insensée, je suis d'accord avec une vous. fiscalité délirante. Je suis d'accord avec vous. Et nous la dénonçons. Mais qu'est-ce que vous voulez? La droite n'est plus aux affaires. Et d'ailleurs, c'est son sujet. C'est notre problème. Une partie de la droite est aux affaires. Elle participe au gouvernement, mais elle ne fait pas à elle seule toute la politique. On est dans une situation absolument singulière où ce n'est ni une cohabitation, ni une coalition, puisqu'on n'est pas... Moi, je suis d'une circonscription voisine avec la Suisse. Vous savez, la logique de coalition, c'est quelque chose qui est complètement étranger à l'ADN de notre pays, dans le fonctionnement de nos institutions. Donc, c'est un objet politique inédit, le fonctionnement, mais moi, j'ai en responsabilité l'agriculture. Franchement, dans la politique que je déploie, qui vise à avoir une approche économique des sujets, eh bien, pour pouvoir améliorer le revenu des agriculteurs, parce que, eh bien, je n'ai pas pris une seule décision depuis 15 mois qui soit antagoniste avec les convictions profondes. On va reparler du budget dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite. Dernière partie du grand rendez-vous avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Quand elle était passée par votre place, par le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, Madame la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avait une fiche dinguerie. C'est-à-dire qu'elle nous a dit qu'il y a des dingueries votées par le RN et des dingueries votées par la France Insoumise. Parmi les dingueries, selon Madame de Montchalin, proposées par le RN, le RN proposait qu'on arrête les aides aux demandeurs d'asile. Est-ce que c'est vraiment une dinguerie quand on sait que 61% sont favorables pour justement restreindre le droit d'asile? Ou encore la baisse de la contribution de l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment une dinguerie de surcroît avec tout ce qu'on vient d'expliquer sur l'attitude de Madame Ursula von der Leyen? Est-ce qu'on peut résumer d'une manière générale, qu'on a entendu le Premier ministre vendre l'histoire, sur le cynisme du Rassemblement national? Sur la diminution de la contribution de la France à l'Union européenne, c'est presque une démarche qui initie un Frexit quand même. Ça veut dire vraiment, là... Ça pose des gages. Voilà, si vous ne voulez pas marcher avec nous, forcément, on donne moins d'argent. Je ne partage pas du tout cette proposition qui, en plus, mettrait en risque les agriculteurs. Voilà. Moi, c'est un risque que jamais je ne courrai. Et pourquoi pas un 49.3 et pourquoi pas des ordonnances? Alors, qu'est-ce qu'il y a à votre préférence? Alors, moi, ma préférence, c'est de pouvoir... C'est fromage ou dessert, hein, là, pour le coup. Oui.
Disons que les ordonnances, c'est une mesure inédite. Elle n'a jamais été explorée. Et si je comprends bien le dispositif, ça veut dire qu'on repart de la copie initiale et qu'il faudra un projet de loi rectificatif pour y inclure les mesures qui auraient été négociées avec les différents groupes parlementaires. Et moi, dans cette architecture-là, ce qui m'inquiète, ce sont les mesures d'urgence qui m'ont été demandées. Je voudrais les rappeler quand même. Les viticulteurs sont 7000 à Béziers en novembre. Je vais les voir une semaine après. Ils me demandent un plan d'aide à 200 millions d'euros. Nous arrivons à conclure la chose avec à la fois un engagement de 130 millions de Donc la copie initiale du budget, ça vous va pas parce qu'il y a pas assez. Et le reste en aide d'urgence européenne, c'est l'aide pour les céréaliers de 40 millions d'euros, c'est le triplement du fonds hydraulique parce que sans eau, il n'y a pas d'avenir de l'agriculture, c'est le doublement de l'aide aux éleveurs qui ont leurs animaux bloqués dans le sud-ouest. Donc moi, c'est du concret, c'est de l'immédiat, c'est de l'urgence. Plutôt le 49.3. Donc de ce point de vue-là, le 49.3 permet d'inclure dès le début les mesures correctives. Mais ça suppose 49.3. Il y a un petit problème, c'est que le Premier ministre, donc votre gouvernement, quand il est arrivé aux affaires, nous a expliqué que le 49.3 s'était terminé. Oui, mais il a pris cet engagement initial comptant sur l'esprit de responsabilité du Parlement. Il se fait que, on voit bien que l'irresponsabilité, je maintiens, de certains qui veulent absolument tout faire pour empêcher la France d'adopter un budget dans des délais raisonnables, eh bien, nous oblige à reconsidérer les choses. Est-ce que vous nommez irresponsabilité, d'autres le nommeraient simplement désaccord? Oui, c'est pas nouveau que le RN et les que l'opposition s'oppose n'est pas une invention récente. Non, c'est l'essence même de la démocratie dans notre pays. Mais on voit bien qu'il y a des menaces d'obstruction. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, les uns disent, si vous ne faites pas ça, on censure. Les autres disent, on va déposer des milliers d'amendements pour empêcher. Pourquoi le Premier ministre a-t-il décidé d'interrompre les débats? Parce qu'au moment où il le fait, il y a encore plus de 3000 amendements. Ça veut dire encore des semaines de débats interminables. Ça veut dire aussi que mardi, il va falloir prendre une décision. Ça sera soit un 49.3, soit des ordonnances. Elle se prendra probablement avant, puisque nous avons un Conseil des ministres sur ce sujet lundi. Lundi. Vous avez dit plusieurs fois dans cette émission, Annie Genard, que vous étiez une femme de droite. Pourtant, Bruno Retailleau, au micro de Sonia Mabrouk, cette semaine sur CNews et Europe 1, a refusé que vous vous exprimiez en tant que parti Les Républicains. Et comment est-ce que vous le prenez, comme une gifle? Non, pas du tout. Je pense que Bruno Retailleau veut dire par là que moi qui ai été une des dirigeantes de mon parti, qui en ai assumé à peu près toutes les responsabilités majeures, secrétaire générale, présidente du Conseil national, présidente... donc je n'ai plus qualité à dire le parti doit faire ceci ou il serait souhaitable que le parti... Maintenant, on est en démocratie et en liberté. J'observe que le président de notre parti, je dis bien de notre parti car j'en suis toujours membre, figurez-vous. Vous avez encore votre carte? J'ai encore ma carte, j'acquitte ma cotisation qu'on ne m'a pas renvoyée du reste et je suis toujours président de ma fédération. On vous a pas confisqué votre carte? Non, on ne m'a pas confisqué ma carte. Donc je dis simplement que nous sommes dans un état de liberté d'expression et je vois mal comment on peut m'empêcher de m'exprimer. Cela dit... Bruno Retailleau a suspendu les ministres qui ont décidé de rester au gouvernement, dont il a décidé de partir. C'était une erreur de partir? Moi, je pense que c'est dommage. J'ai beaucoup d'estime pour Bruno Retailleau. Je pense que c'est une figure éminente de la droite. Et je pense qu'il s'est affaibli dans la façon qu'il a eu de quitter le gouvernement. Et je le regrette profondément. Pour lui, d'abord, parce qu'il a perdu en visibilité et en puissance d'intervention politique, et pour notre parti et pour notre famille politique. Mais voilà, ça ne l'empêchera pas, Bruno Retailleau, d'aller soutenir Rachida Dati dans la campagne de Paris, bien qu'elle soit, elle aussi, suspendue. Donc, vous voyez... Moi, je connais bien ma famille politique, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Alors, une question qui est souvent débattue dans votre famille politique en ce moment, c'est l'idée d'une primaire de la droite pour 2027. Est-ce que c'est une idée à laquelle vous vous ralliez? Et si oui, avec quelle borne? C'est la fameuse de Xavier Bertrand à Sarah Knafo, de qui à qui, globalement, pourrait participer à cette primaire? Moi, je vais vous parler de ce que je connais. Lorsque François Fillon a gagné la primaire,
nous étions supposés tous nous rassembler. Et j'ai vu à ce moment-là que la mayonnaise ne prenait pas. Lorsque c'est Valérie Pécresse qui est sortie de la primaire, j'ai vu que la mayonnaise ne prenait pas. C'est très difficile de se rallier à quelqu'un qu'on a combattu dans une primaire. C'est mon observation. La dernière fois qu'on a gagné une élection présidentielle, c'est quand le candidat s'est imposé dans lui-même. Mais vous aviez de mémoire un candidat absolument central à l'époque. Oui, là, il n'y a pas de personne qui s'impose, c'est ça aussi le problème. À date, il n'y a pas de personne qui s'impose. Alors comment on fait? Je ne sais pas. Parce qu'il faut un principe de sélection pour savoir mais on je ne sais pas si d'ici, parce que la campagne des présidentielles va démarrer peu ou prou avant l'été ou elle est déjà mentalement commencée. Elle est déjà mentalement commencée. On voit que entre Jean-Luc Mélenchon et les filles, l'extrême gauche, et Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Marine Le Pen, que j'hésite à qualifier d'extrême droite, parce que je trouve qu'elle a plus grand-chose de droite dans sa proposition politique. Mais enfin, et Jordan Bardella? Sur l'économie, vous voulez dire? Et Jordan Bardella, qui a bien compris que c'était le point faible. On verra s'il en fait. Mais est-ce que vous le qualifieriez d'extrême droite, Bardella? Peu importe, on verra. Non, pas peu importe, c'est très important. Vous venez vous-même de dire Le Pen, je n'utilise pas ce terme. On verra ce que Jordan Bardella fait comme proposition en matière d'économie, notamment. J'entends mon droit de l'extrême droite. Le terme, vous l'utilisez pour lui? Entre Mélenchon et Le Pen, puisqu'aujourd'hui ce sont les deux figures tutélaires de l'extrême gauche et de son pendant à l'autre bout de l'échiquier, si on n'a plus d'un candidat, le risque est que nous n'ayons personne au deuxième tour. Donc là, il va falloir bien réfléchir en termes de tactique. Mais je pense qu'on est en un temps un peu... c'est un peu trop précoce. Je ne sais pas comment on se sortira de cette difficulté. C'est une vraie difficulté. Vous êtes précoce, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que LR doit peser dans cette élection, d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire quoi, d'une façon ou d'une autre? Ça veut dire que ça veut dire que LR doit d'abord penser à présenter un candidat, que s'il n'y a pas chez LR quelqu'un qui est en capacité de l'emporter et d'être présent au deuxième tour, LR doit peser sur le Mais vous, Annie Genevard, puisque présidentiel. vous êtes une femme de droite, comme vous nous l'avez dit, que vous faites partie de la famille LR, et que vous regardez aussi le spectre de l'échiquier politique, votre cœur aujourd'hui balance sur quel candidat potentiel, sachant qu'il y en a une vingtaine, et qu'il n'y a pas... vous me semblez très... Je crois que le journal Le Point, il y a quelques pessimiste. semaines, on avait mis 16 ou 17 sur l'échiquier. Bon, en tout cas... Je ne les vois vous pas. Dites que LR doit peser sur le projet présidentiel. J'entends, mais si le candidat du bloc du parti présidentiel, c'est Gabriel Attal, c'est pas la même chose que c'est Bruno Retailleau? Ah non, c'est pas la même chose. Alors dans ce cas-là, entre un Attal et un Bardella, vous choisissez? Ça, c'est les... Non, mais vous nous dites que vous devez peser. Les électeurs devront faire un choix. Moi, alors, d'une part, et là, pour le coup, je rejoins la position du président de mon parti. Nous, ce que nous voulons, c'est la coalition des électorats. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Bocoté? En fait, je ne veux rien du tout, je veux comprendre. Faire allégeance à un candidat tel que Jordan Bardella... Ou Gabriel Attal. Ou Gabriel Attal... dans le projet politique qui ne serait pas le nôtre, c'est la disparition effective de la droite. Or, ça fait quand même maintenant trop longtemps que la droite, qui a quand même... C'est la disparition des LR, c'est pas la disparition de la droite, forcément. Vous diriez qu'il y a, aucune... LR est la famille qui est dépositaire d'unisme. Il n'y a rien de droite chez Jordan Bardella? Non, je ne dis pas cela. Je sais que c'est votre J'ai pas dit ça. Possiblement. Vous insistez beaucoup sur ce point. Mais bien sûr, dans un certain nombre de domaines, et notamment dans le constat que nous faisons sur la fragmentation de la société, sur sa communautarisation et même le séparatisme qui la guette, nous partageons des éléments de constat. Mais dans les solutions qui sont proposées, ou même l'absence de solutions, qui n'est que de la dénonciation des problèmes, mais moi je suis là pour les résoudre, les problèmes, voilà, pour agir. Merci beaucoup Annie Genevard d'avoir été l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Très bon dimanche sur nos deux antennes.